RFI. Le monde à midi. Tout de suite, on retrouve notre invité. Bonjour Joseph Baout. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques, vous dirigez l'Institut Issam Fares de politique publique et d'affaires internationales à l'Université américaine de Beyrouth. On va revenir avec vous sur la guerre lancée par Israël au Liban, sur les ambitions qui semblent plus grandes au fur et à mesure. D'abord, il y a eu des bombardements contre des bastions du Hezbollah qui ont fait des centaines de victimes civiles, plus d'1 million de déplacés. Puis l'arrivée de chars dans le sud du pays. Ces derniers jours, la destruction de ponts sur le fleuve Litani et puis ces déclarations du ministre israélien de la Défense. Il prévient qu'Israël va occuper une partie du pays pour créer ce qu'il présente comme une zone de sécurité jusqu'à ce fleuve Litani qui se trouve à une trentaine de kilomètres de la frontière israélienne. D'abord, à quoi est-ce que ressemble la vie dans cette zone aujourd'hui, dans le sud du Liban ? Dans cette zone-là, depuis le cessez-le-feu ou la trêve qui avait été signée entre Israël et le Liban le 27 novembre 2024, qui avait mis fin à la première phase de la guerre, la vie était déjà un tout petit peu, je dirais, suspendue ou amoindrie, puisque beaucoup de villages avaient été détruits. Je crois qu'on peut parler d'une trentaine de villages qui étaient pratiquement entièrement détruits. Peu de gens étaient déjà retournés, avaient pu retourner dans l'intervalle sur leur terre. La cultivation était très difficile parce qu'il y avait encore des traces de phosphore blanc que l'armée israélienne avait pulvérisées dans la zone. Et il y avait aussi l'insécurité, le fait qu'il y a des survols constants, des drones et parfois des frappes ciblées ou pas sur certains villages et certaines installations au sud du Liban, en parallèle avec l'action de l'armée libanaise et de la FINUL qui s'attelait, vaille que vaille, mais maintenant on sait que c'était imparfaitement fait, au désarmement et au démantèlement des installations du Hezbollah. Donc voilà ce qu'était la situation à la veille du 2 mars, date à laquelle le Liban est revenu dans la guerre en parallèle avec la guerre iranienne. Et aujourd'hui, cette zone est entièrement, pratiquement vidée de ses habitants. Dévasté aussi puisqu'Israël est en train de faire des incursions terrestres sur une zone s'étendant de 3 à 5 kilomètres à partir de sa frontière, en dynamitant systématiquement l'ensemble des habitations pour rendre la région complètement inhabitable et créer cette sorte de, disons, de poste avancé, de poste de défense avancé, comme ils l'appellent eux-mêmes. Et à partir de là, probablement aussi contrôler la bande de terre jusqu'au Litani, vous le disiez, 30 kilomètres, qui serait dans leur projet, dans leur plan, pratiquement vide de toute habitation, de tout habitant en tout cas, et où les mouvements du Hezbollah deviendraient aussi impossibles. C'est aussi pourquoi il y a ce dynamitage systématique des ponts qui, d'une part, devrait complètement contraindre les mouvements militaires et logistiques du Hezbollah, mais aussi empêcher la population d'y revenir. Donc, en C'est le fait, cas ce qui est en déjà train de se aujourd'hui. Là, pour dessiner, l'instant, Israël a détruit 5 ponts sur le fleuve Litani. 7. 7, ah 7. bah, je n'avais pas Oui. les bons Mhm. chiffres Mhm. actualisés. 7 ponts donc détruits. On Mhm. rappelle que ça constitue un crime de guerre. Et le gouvernement israélien dit vouloir prendre le contrôle en fait de tous les axes restants. Mhm. Est-ce que Mhm. là encore, c'est possible de circuler quand même entre le sud du Liban et le reste du pays, malgré les difficultés que vous évoquiez ? On peut circuler très difficilement. Il y a des routes secondaires, peut-être même des sentiers où on peut prendre parfois des pistes non asphaltées, mais ça réduit considérablement le mouvement normal, je dirais. Bien sûr que des véhicules armés, enfin des véhicules appartenant à des forces armées peuvent passer, mais je crois que le mouvement est considérablement contraint, mais pas seulement parce que les ponts ont été détruits, parce que la zone est entièrement aujourd'hui sous surveillance de survol aérien constant. Les avions n'arrêtent pas de survoler cette zone, de frapper lorsqu'ils trouvent une cible. Et il y a des drones de surveillance qui, en permanence, empêchent le mouvement. La question sera de savoir, à partir de là, quel va être l'avenir de cette zone. Vous savez que cette zone-là, pratiquement la même dont on parle, a été sous occupation israélienne de 1978 à l'année 2000, date à laquelle, à l'époque, le gouvernement de Ehud Barak avait retiré l'armée israélienne unilatéralement. Est-ce qu'aujourd'hui, Israël va refaire cette occupation? Je rappelle que cette occupation avait été très coûteuse pour Israël en termes de vie humaine, mais aussi politiquement, puisqu'elle avait elle-même, disons, créé indirectement la création, enfin, suscité
suscité la création du Hezbollah, dont on veut aujourd'hui se débarrasser. Donc, est-ce qu'une nouvelle occupation ne redonnerait pas au Hezbollah aujourd'hui une nouvelle légitimité, ou si ce n'est pas le Hezbollah, un autre groupe de résistance? Quel sera le moyen pour Israël de maintenir la sécurité dans cette zone sans déployer des troupes, c'est-à-dire avoir des dommages aussi et revivre la même chose qui avait poussé à son retrait? Est-ce qu'on s'achemine à quelque chose qui ressemble à Gaza, c'est-à-dire une destruction physique qui elle-même assure entre guillemets, la sécurité d'Israël au nord de sa frontière? Ce sont les grandes questions aujourd'hui qui se posent au Liban en tant qu'État, le gouvernement libanais, mais aussi pour la population du Sud. On parle de 600 à 700 000 personnes qui aujourd'hui sont jetées sur les rues, sur les routes, dans les rues de Beyrouth ou ailleurs, ce qui va probablement provoquer une catastrophe humaine et sociale et probablement politique un jour. Donc beaucoup de questions en ce qui concerne les conditions dans lesquelles Israël veut occuper cette zone de sécurité, comme la présente le gouvernement israélien, le tout avec pour objectif affiché d'éliminer complètement le Hezbollah. Qu'est-ce qu'il contrôle aujourd'hui, le groupe armé dans le sud du Liban? Quelles sont ses forces encore? Alors là encore, à la veille de la guerre, on pensait que le sud, c'est-à-dire lorsqu'on dit le sud ici, c'est le sud de la rivière Litanie, avait été très largement démilitarisé, déhezbollahisé, je dirais, avec démantèlement des infrastructures, c'est-à-dire on parle des tunnels, des bunkers, des caches d'armes, etc. Et en fait, on se rend compte, après la frappe du Hezbollah, le 2 ou le 3 mars, enfin il y a quelques semaines, qu'il n'en était rien. C'est-à-dire que le Hezbollah était tout simplement descendu sous terre, avait utilisé sa capacité plastique, je dirais, pour se redéployer et depuis a repris le contrôle de la zone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je prends le risque de ne pas être tout à fait précis parce que je ne suis pas sur ce terrain-là, mais je vois un peu ce qui s'y passe. On a d'abord une capacité du Hezbollah à refrapper, à relancer des missiles sur Israël. Alors une partie sont lancés à partir du sud du Litanie, une autre partie est lancée d'ailleurs, probablement de la Beka. Il y a déploiement des forces d'élite du Hezbollah, c'est-à-dire la fameuse unité Radouane, qui aujourd'hui mène des combats contre Israël dans une quinzaine de villages sur la ligne avancée à la frontière israélienne, israélo-libanaise, avec une capacité de tenir le terrain, puisque ces batailles sont évidemment empêchent l'armée israélienne aujourd'hui de faire entrer son rouleau compresseur, mais à un moment donné, probablement, ce sera le cas. Donc il y a une capacité du Hezbollah à se déployer dans la région, à assurer ses lignes logistiques, à assurer son commandement sur place. Un grand mystère reste de savoir comment cela se fait en liaison avec les quartiers généraux du Hezbollah à Beyrouth ou ailleurs, mais le parti est en train de montrer qu'en fait, il était beaucoup plus coriace et beaucoup plus résilient qu'on le croyait. Et ce, malgré le processus de désarmement qui avait été lancé et qu'on évoquait tout à l'heure. J'ai une dernière question, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais le Liban a annoncé tout à l'heure l'expulsion de l'ambassadeur d'Iran. Il lui a laissé jusqu'à la fin de la semaine pour partir. Quel est l'objectif? Et est-ce que ça peut avoir une incidence sur l'opération en cours? Sur l'opération elle-même, non. Ça aura une incidence probablement sur la relation entre le Hezbollah, qui fait partie du gouvernement libanais d'ailleurs, c'est intéressant de le noter, et l'État libanais. C'est-à-dire ça va probablement, je dirais, rendre plus malaisée, plus compliquée et plus tendue la relation entre les deux. Qu'est-ce que cherche le Liban? Le Liban d'abord cherche à montrer par plusieurs moyens, par plusieurs mesures, ça c'est une des mesures, que le gouvernement et l'État libanais n'est pas le Hezbollah, c'est-à-dire c'est montrer d'une certaine façon à Israël, probablement à la communauté internationale, qu'il y a une sorte d'imperméabilité entre les deux pour éviter qu'à un moment donné, justement, la guerre contre le Hezbollah que mène Israël ne devienne une guerre contre les institutions et la société libanaise en tant que telle. C'est-à-dire qu'Israël ne se mette à frapper l'aéroport, les installations vitales pour les Libanais, etc. etc. La deuxième chose, c'est de montrer... Je vous remercie d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous dirigez l'Institut Issam Fares de politique publique et d'affaires internationales à l'Université américaine de Beyrouth. Merci d'avoir été en ligne avec nous.